Nous avons le plaisir d'accueillir poète, écrivain et éditeur des éditions Mémoire d'Ancrier, Rodney Saint-Éloi. Bonjour Rodney. Bonjour Ryan. Et merci de nous rejoindre. Donc vous êtes ici en résidence d'écriture. Pouvez-vous parler un peu de votre méthode? Comment est-ce que vous abordez l'écriture et comment arrivez-vous au thème que vous traitez? C'est un vaste programme. En fait, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette comme telle. Il y a des humeurs, il y a des incertitudes, il y a des angoisses. Mais il n'y a pas tout ce côté programmatique. Il n'y a pas un programme, il n'y a pas un objectif si précis. Et sinon, ce serait en fait trop facile. On se serait donné des moyens d'atteindre tel objectif. Et pour ma part, ça se passe avec un certain nombre de hasards. Et je veux dire de hasards qui sont très très heureux. Et le livre que j'ai écrit à Tallahassee, ou tout ce que j'ai écrit à Tallahassee n'était pas prévu. Ce que j'avais prévu d'écrire à Tallahassee, c'est parce que j'ai écrit à Tallahassee. En fait, je pense que l'écriture nous bouscule. L'écriture nous amène dans des endroits qu'on ne connaît pas. Parce que si on connaît les endroits, on ne veut plus y aller. Et l'écriture, c'est le côté singulier, le côté insolite de toute aventure d'écriture. Donc je pense qu'une résidence d'écriture, c'est une aventure. J'ai très peur de gens qui savent ce qu'ils vont faire quand ils arrivent, quand tout est ficelé, mais rien n'était ficelé. J'ai eu l'idée de ce que j'allais faire dans l'avion, rien qu'en lisant un livre. Donc j'ai eu cette idée, j'ai commencé, et c'est devenu obsessionnel. Et je ne suis pas à Tallahassee, je suis en résidence à Alligator Point. Et comme je suis en fait à Point Alligator, il n'y a pas d'alligator, il n'y a que moi. Donc je suis le seul alligator. Donc finalement, je suis avec la mer, une mer paisible. Donc j'ai un autre imaginaire de la mer qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus puissant, qui a rapport à la traversée, à l'esclavage. Alors que là, la première fois de ma vie, j'ai vécu près de 2 mois à côté d'une mer paisible, à côté d'une mer qui ne fait pas peur, à côté d'une mer qui n'amène aucune mauvaise nouvelle, à côté d'une mer qui n'est pas symbole de colonisation. Donc c'est comme si je suis parvenu à une mémoire apaisée de la mer. Donc c'était le moment pour moi aussi de regarder la mer, de regarder le ciel, de retrouver certaines images de mon vécu à Cavaillon, de mon vécu de mon enfance. Donc j'ai beaucoup travaillé, mais comme je le disais tantôt, il n'y a pas eu de recettes. Il y a eu des carnets, il y a un ensemble de fragments. J'ai écrit en fait je peux dire, j'ai écrit un scénario. C'est une lettre de Tallahassee qui sert d'un film, qui va servir de scénario à un film. C'est un long poème sous forme de lettre. Et il y a une danseuse à Montréal, donc dans la neige, qui danse. Et puis il y a ma voix et mon poème qui a été écrit à Tallahassee. Et j'ai écrit un livre qui n'a pas encore de titre. C'est un livre sur le décès de ma mère. C'est un dialogue entre le fils et la mère qui est décédée. C'est-à-dire qu'on prend un fils, on le met en face d'un cercueil. Et c'est le cadavre de sa mère. Pendant 2 heures, ils sont ensemble dans une espèce de huis clos. Donc c'est ce dialogue qui commence et ça a commencé dans l'avion. Et je pense que je n'ai pas pu arrêter ça parce que il y a un certain nombre de sentiments, d'émotions qui t'habitent. Il faut qu'ils t'habitent jusqu'au bout. Parce que si tu en sors, tu peux ne pas pouvoir y retourner. C'est comme pour des funérailles. On ne va pas en 2 fois dans les funérailles de la même personne. Un fils n'enterre pas en 2 fois sa mère. Et je pense qu'il y a des écritures qui sont de l'ordre de l'urgence. Et moi, j'étais dans une écriture qui était de l'ordre de l'urgence.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ce rapport auteur-environnement? Comment vivre un certain environnement se manifeste dans l'écriture? En fait, c'est intéressant la question. Je pense que l'environnement est important. En fait, j'ai écrit des livres qui sont très très liés à l'environnement. Mon dernier livre, Passion Haïti, est très lié à Haïti, mais je l'ai écrit à Montréal. Donc la question de lieu est complètement... je vis dans des lieux dispersés. Je suis un homme divisé. Je suis dans des lieux différents. Et dans tout ce que j'écris, il y a des lieux. Il y a le Maroni, en Guyane, il y a les Antilles, il y a Haïti, il y a Montréal, il y a le Québec, il y a aussi les réserves amérindiennes, parce que je travaille beaucoup avec les Indiens. J'ai même un nom indien. Les Indiens m'appellent Otinomunish. Ça veut dire un gros chat. Quand je vais au Sénégal, en Afrique, à Dakar, à Saint-Louis du Sénégal, à Casamance, ils m'appellent. En fait, chez les Sérères, ils m'appellent Wagan. Vous voyez, à Cavaillon, ils m'appellent Pépi. Wagan veut dire celui qu'on ne pourra jamais vaincre. Donc, ça me donne l'idée d'être l'invincible. Donc, c'est le guerrier qui est invincible. Et chez moi, en Haïti, c'est Pépi. Donc, c'est le nom de ma grand-grand-mère. C'est-à-dire, c'est vraiment l'enfance. Donc, à chaque fois, quelqu'un m'appelle et je sais clairement de quel contexte, de quel lieu, de quelle émotion il s'agit. Pour Wagan, c'est le guerrier. Pour Pépi, c'est le tout petit enfant qui a besoin d'une main de tendresse. Donc, et c'est la relation avec la grand-mère. Donc, et c'est l'enfant qui a besoin d'être consolé, c'est l'enfant qui a besoin d'être nourri. Et quand on me dit Otinomunish, c'est les Amérindiens, c'est plus la solidarité. Quand les Amérindiens me voient, ils se reconnaissent en moi. Donc, je travaille beaucoup, et puis j'ai beaucoup d'amis amérindiens. Mais Haïti, le mot Haïti, c'est un mot amérindien, donc qui veut dire terre haute. Donc, Haïti, c'est aussi un peuple d'Indiens. Donc, c'est comme s'il y a un ensemble d'histoires, et cet ensemble d'histoires, donc, dans des lieux différents que je traverse, et je porte en moi ces histoires-là. Ce ne sont pas seulement des lieux. Je pense que j'ai écrit, par exemple, à Tallahassee, j'ai écrit une lettre à Lucille. Ça va faire un film. Et la question que je commence à poser, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce mot Tallahassee? Assurément, c'est un mot indien, mais on ne voit plus les Indiens. Où sont-ils, les Indiens? Est-ce que vous voyez? Donc ça nous permet de voir que les histoires qu'on vit, dans les histoires qu'on vit, il y a des tranches d'histoire, soit qui ont été cachées, soit qui ont été refusées, soit qui ont été silenciées. On fait silence, on gomme. Il y a comme une espèce d'efface, un crayon, où les gens qui écrivent l'histoire disent, et voilà, ça ne fait pas partie de l'histoire officielle. Et moi, pour écrire, il me faut aller vers toutes les histoires. Il me faut contourner l'histoire, poser même des questions à l'histoire. Quand je vois, dès que je débarque dans une ville, je dis, mais où sont les Indiens qui ont été les premiers peuples qui ont vécu sur ce territoire-là? Où sont les nègres? Où sont-ils? Donc c'est pourquoi c'est assez important pour moi. Et Tallahassee, quand je commence à écrire ici, et puis tout de suite j'essaie de sentir cette mer de Tallahassee, j'essaie de sentir en fait toutes ces odeurs, j'essaie de voir si je pouvais rencontrer un alligator et rentrer en dialogue avec cet alligator. Donc le lieu, c'est aussi mon corps. Comment mon corps réagit dans tel espace. Quand j'ai écrit Passion Haïti, je l'ai écrit à Montréal. Si j'étais en Haïti, je n'aurais jamais pu écrire un livre comme ça. Comme quand je suis à Montréal, je mange beaucoup de cuisine haïtienne, mais quand j'étais en Haïti, j'étais fasciné par la cuisine japonaise. Vous voyez, c'est quand je suis à Montréal, c'est l'hiver,
il fait vraiment froid, et je suis du coup devenu nostalgique. Et quand je deviens nostalgique, j'ai besoin de ce qu'on appelle comfort food, j'ai besoin de ce qu'on appelle la nourriture de chez moi. Et je vais dans les épiceries haïtiennes, et des choses que je ne connaissais pas quand j'étais en Haïti, c'est à Montréal que je me suis rendu compte que je vais chercher tel restaurant haïtien, tel plat haïtien, tel que je ne connaissais pas, que je ne mangeais pas en Haïti. Comment écrire dans une région comme la nôtre, comme où vous étiez à Alligator Point, diffère de l'écriture faite en ville, comme par exemple à Paris, à Dakar, à Montréal, à Port-au-Prince? Bon, dans un lieu fortement urbanisé où tout va très très vite, il y a une écriture qui correspond comme ce que j'appelle une écriture de l'autoroute, une écriture très rapide, il y a un appel au temps, il y a l'espace, il y a le temps. Quand on parle de lieu, le lieu, c'est un espace, mais l'espace aussi a un temps. Ici, à Tallahassee, j'avais le choix entre Tallahassee et Pointe-Alligator, et Alligator Point, qui est comme, je dirais, la province complètement. C'est un autre temps. Quand je suis là-bas, je ne vois pas passer le temps. Des fois, j'oublie quel jour il est. Je ne sais pas s'il est dimanche ou s'il est lundi. Donc, je suis dans un non-temps et je suis dans un non-lieu. Parce que je suis pratiquement dans une maison, ma maison est sur pilotis. Donc, des fois, j'ai l'impression que j'habite dans un bateau. Des fois, j'ai l'impression que j'habite une mer tranquille. Et c'est cette mer tranquille qui me rappelle à l'intranquillité de Fernando Pessoa. Donc, parce que la mer, justement, est tranquille, moi-même, je deviens intranquille. Donc, vous voyez, donc, il y a tout ça. Donc, je pense que ce que j'aurais écrit à Tallahassee ressemblerait un petit peu à ce que j'aurais écrit à Montréal. Parce que vivre dans une ville, et puis ça ne vaudrait pas grand-chose pour moi si je devais laisser une ville comme Montréal pour aller vers quelque chose qui ressemble à Montréal. J'ai besoin d'être dépaysé pour écrire. Je n'ai pas besoin d'aller du même au même. Et je ne suis pas un touriste, je suis quelqu'un qui a besoin de paysages, qui a besoin d'être nourri. Mais je ne vois pas quelle nourriture que j'aurais sur les autoroutes, parce que c'est ce que j'ai tous les jours. C'est mon environnement, donc j'ai besoin d'être dépaysé. C'est pourquoi au mois de janvier, j'ai été dans une réserve indienne. J'ai été à Gorée et à Dakar, et ensuite à Alligator Point. Je pense que j'ai été nourri, parce que en regardant Gorée, c'est comme si j'ai l'impression que je refaisais la traversée. Je suis sorti de Connecticut, Montréal, Gorée, et Montréal, Dakar, Gorée. Ensuite, je suis revenu à Montréal, et de Montréal, je suis revenu à Tallahassee, et même pas à Tallahassee, à Alligator Point. Donc, ce sont des lieux ce sont des marqueurs. Je pense que, et je vivrai avec ces lieux. Ce ne sont pas simplement des lieux, c'est des paysages, c'est des couchers de soleil. C'est des choses qui vont rester en moi. Ce sont des éternités qui sont creusées en moi et qui vont revenir sous forme de phrases, sous forme d'écriture, et qui ont changé mon rapport, par exemple, avec la mer, par exemple, quand je prends Alligator Point, et qui ont changé mon rapport avec l'Amérique. C'est la première fois que j'ai vécu si longtemps aux États-Unis, tu vois, qui ont changé mon rapport avec le Sud. C'est la première fois que j'ai vécu comme ça dans le Sud. Donc, c'est ça. Comment cette région, notre région Tallahassee, Alligator Point, la côte oubliée, comme on dit, the Forgotten Coast, comme on dit, vous avez inspiré pendant votre résidence, et comment va-t-elle se manifester si elle va se manifester d'une manière précise dans votre écriture? Elle commence déjà à se manifester dans mon imaginaire, parce qu'Alligator Point, c'est assez particulier. Et je me promène au coucher du soleil, vers 5h, 4h30, jusqu'aux 6h, 6h30, et sur la côte. Et quand je continue,
à Alligator Point, il y a un endroit où il n'y a plus de route. C'est fermé. En fait, c'est la première fois que je vois pour moi ça. Et c'est-à-dire, je pense que c'était Alligator Point, c'est une route. Arrivé un moment où il n'y a plus de route. On est obligé de retourner sur. Donc ça, c'est fascinant pour moi. Et faire ce même rituel tous les jours, c'est comme si j'étais j'étais dans un espace où j'étais complètement déplacé, où je ne dominais absolument rien. Je ne domine pas cette mer qui m'entoure. C'est comme, je vis avec les éléments. Je sais qu'il y a une limite humaine. Même dans l'imaginaire des hommes, il n'y a pas de limite. Avec la modernité, on peut tout faire. On peut jeter des ponts. Mais voilà, il y a une mer qui n'a pas été traversée, qui a été oubliée par les humains. Et je suis bien content. Donc, parce que les côtes sont humainement non maîtrisées. Donc, je vis sur une maison avec des pilotis. Donc, j'ai dit, ok, je ne sais pas des fois si c'est une maison, parce que comme ça bouge, je ne sais pas si c'est un bateau. Des fois, je me réveille, je dis, c'est quoi? Est-ce que vous voyez donc? Et en fait, le fait que la nature soit si forte et les routes sont vraiment cassées, ça me rappelle un peu Haïti parce que la mer reprend sa place. Donc, vous voyez les routes, les rues sont complètement coupées. Et puis, tu dis, bon, voilà quelque chose d'intéressant qui remet l'homme à sa place réelle, c'est-à-dire à sa petitesse, et qui donne à la nature toute sa force, toute sa puissance. Je pense que je suis en train de vivre quelque chose de fabuleux, parce que en tant qu'être humain, je suis devenu un élément parmi les autres éléments. Parce que l'être humain a la prétention de tout dominer, de dominer l'eau, l'air, le feu, la terre, de tout dominer, alors que je suis à ma juste proportion. Je ne sais pas si tu vois cette leçon d'humilité dans des côtes qui sont non maîtrisées par les humains. C'est tout. Franchement, merci beaucoup, Ron. Eh ben, merci. C'est un plaisir. Merci bien.